comme un hub industriel, mais également un hub logistique et un hub technologique, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies. Les déséquilibres sont profonds donc. La croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Tantôt, on a présenté les problèmes d'inondation comme étant liés à la nature du sol. Je ne pense pas beaucoup, parce que dans le temps, avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et on n'avait pas ces problèmes d'inondation. Il tombe pratiquement 1000 millimètres dans le sud du pays et seulement 400 à Dakar. On n'a pas d'inondation majeure dans le sud du pays. C'est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène que nous vivons. Et tout à l'heure, lors de l'exposé, il nous a été présenté ce qui se faisait du temps de la colonisation, avec les éléments illustratifs, les images notamment, et on gérait d'abord les questions d'assainissement, les questions de voirie, avant d'admettre les constructions. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, avec les quartiers sauvages, et même de plus en plus avec le phénomène des lotissements administratifs, où on laisse l'urbanisme, les impôts et domaines, le cadastre, piloter des lotissements, et chacun se débrouille après pour voir comment amener l'eau, comment faire l'assainissement, comment amener le courant. Et c'est pourquoi le président de la République a pris la décision ferme de mettre un terme à ce genre de pratique. Et peut-être ça va commencer certainement sur son instruction avec Thiès Ville Nouvelle, où l'État se donnera les moyens, en collaboration avec les opérateurs privés, de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette situation qui peut porter le nom de situation anarchique et d'y mettre un terme définitivement. Dakar doit être digne d'une capitale. Donc ce modèle est arrivé à bout de souffle, il faut le dépasser. Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. C'est pourquoi le président de la République, en lien avec le gouvernement et sous l'impulsion directe de la nouvelle gouvernance souverainiste et patriotique que nous incarnons, a décidé d'un tournant historique. Je voudrais dire que Dakar Métropole, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une projection, excusez-moi, futuriste, d'immeubles ou de gratte-ciel. Ça peut y contribuer, ce que nous envisageons de faire. Peut-être que pour des besoins d'illustration, M. le ministre a présenté des maquettes, mais ce n'est pas ça, Dakar Métropole. Dakar Métropole, c'est plutôt l'ambition de la requalification et la restructuration de quartiers et de territoires, d'abord. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimaux. C'est la construction d'équipements publics structurants. C'est la promotion de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnementale. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs comme Anne, comme Technopole, comme Keur Massar. C'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière. C'est le déploiement des mobilités douces, transports propres, les bateaux-taxis. On a présenté tout à l'heure un projet de téléphérique
téléphérique Dakar-Gorée. Dakar Ville Verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable. Le pôle de Dakar doit se réinventer pour demeurer un territoire résilient, attractif et capable de soutenir le développement national. Il ne s'agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale. Une métropole connectée et complémentaire aux sept autres pôles pour assurer équilibre, cohérence et souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, on ne bâtit pas un pays à partir d'un seul pôle. Et tant que le Sénégal n'aura pas réussi, je ne donnerai même pas l'exemple des pays connus pour leur développement depuis très longtemps, mais je parle des pays émergents, même sur le sol africain, tel que le Maroc. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire émerger plusieurs pôles, nous n'aurons pas été sur les voies du développement et nous n'empêcherons pas l'exode vers Dakar. Mesdames et messieurs, les prochaines étapes pour la finalisation du programme des pôles de développement sont définies avec clarté et précision. Il s'agit de la tenue des conférences interministérielles sur la territorialité pour harmoniser les politiques publiques et assurer une cohérence nationale tout en respectant les spécificités locales. Il s'agit de l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation sur les pôles territoires. Je veux dire que toutes les idées qui ont été avancées et contenues dans les documents sont des documents encore en réflexion, en cours d'élaboration. J'ai donné le tempo, le départ qu'on a pris avec le Conseil des ministres et tout le reste du processus va être suivi. Et à la fin de ces travaux, Monsieur le ministre, sur la base de ce qu'il avait présenté en Conseil des ministres, ce qu'auront donné ces concertations, pôle par pôle, va nous faire la synthèse et ça nous permettra de réfléchir à la stabilisation du document. Donc l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation va suivre après sur les pôles territoires qui donnera un cadre juridique solide, durable et garantira la légitimité de chaque pôle. L'arrimage de cette réforme à l'acte 4 de la décentralisation, afin de renforcer l'autonomie des collectivités, de rapprocher le pouvoir de décision des citoyens et d'assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée des politiques publiques. Nous allons aller vers cet acte 4, puisqu'en l'état actuel de la réflexion, il n'est pas encore assuré que les pôles seront des collectivités territoriales. La suggestion qui a été faite d'en faire des établissements publics est un élément de réflexion. Mais ce qui est constant, c'est qu'il nous faut aller vers l'acte 4, parce qu'il y a ici beaucoup de maires présents. Moi-même, j'ai été maire pendant quelque temps. Et lorsque, avec le ministre Bala Moussa Fofana, nous avions pris la décision de coécrire un ouvrage sur la décentralisation, je lui avais dit, Monsieur Fofana, moi, la seule partie qui m'intéresse et dont je vais me charger, c'est celle qui va parler du financement de la décentralisation. Parce que le vrai problème, c'est celui de la viabilité financière des collectivités territoriales. On a parlé de transfert. Nous sommes l'un des pays, en tout cas sur les quelques modèles que j'ai à examiner, qui a le plus faible taux de transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Nous ne sommes même pas encore à 5% de transfert, là où le Maroc, si je ne me trompe, a dépassé 20%. Et ce n'est pas étonnant que Casablanca, en tant que ville, puisse faire ce qu'elle fait et que Dakar ne puisse pas faire la même chose en tant que ville. C'est les grands enjeux de cette réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Ces étapes sont cruciales pour bâtir une gouvernance territoriale moderne, résolument participative et stratégiquement souveraine, capable de mobiliser les forces locales au service du développement national et d'assurer que chaque territoire contribue pleinement à la prospérité de notre pays. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la mobilisation,
au dialogue et à l'inclusion. Je félicite, Monsieur le ministre, l'ensemble de ses collaborateurs et toutes les parties prenantes. La question de la décentralisation est transversale. On a parlé beaucoup d'assainissement, d'urbanisation. Monsieur le ministre chargé de ces questions ici présent, ce n'est pas l'affaire seulement, quand on parle de décentralisation, du ministre des collectivités territoriales. Mais quand on parle de pôle, ce n'est surtout pas l'affaire seulement du ministre, parce que les pôles ont une dimension économique. On parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, d'industrie. C'est à la limite l'affaire de tout le gouvernement. Et c'est pourquoi, comme toutes les grandes réformes que nous avons lancées depuis quelque temps, sur la réforme du Code général des impôts, du Code des investissements, du Code des douanes, la réforme des codes miniers, pétroliers, ainsi de suite, nous allons mettre en place un comité ad hoc à la primature pour effectivement démarrer la réforme également de notre système de décentralisation. Donc je félicite Monsieur le ministre avec tous ses collaborateurs, toutes les parties prenantes pour leur engagement. J'invite tous les acteurs présents à s'impliquer pleinement afin que le pôle de Dakar devienne un projet collectif fort et dynamique et stratégique, rayonnant pour tout le Sénégal. J'attends, Monsieur le ministre, avec impatience et dans les tout prochains jours, les conclusions de l'ensemble de ces travaux, notamment les 7 précédentes concertations et celle d'aujourd'hui, pour nous permettre d'aller rapidement vers la stabilisation du modèle, la prise de décision sous la validation du président de la République et démarrer la phase de mise en œuvre. Je souhaite à toutes et à tous une concertation fructueuse au service d'un Dakar réinventé et souverain et d'un Sénégal fort et réconcilié avec ses territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce discours marque